Le recueil et l'analyse des besoins. Recueillir les besoins des parties prenantes. Mise en situation. Il nous faut absolument une application mobile pour les visiteurs du salon. On travaille donc dans une société qui s'appelle Eclachoc et qui crée et vend du chocolat partout en France, mais également en Europe. En plus de son cœur de métier, donc très axé sur le chocolat, l'entreprise organise 2 salons annuels autour de la thématique du chocolat. On a été récemment recruté comme chef de projet digital. Et on a Mila, qui est la manager et qui nous confie la mission d'investiguer la demande pour l'application. On ne sait pas encore, mais cette phrase qu'il nous faut une application mobile pour les visiteurs du salon a été lancée au détour d'un comité de direction par Alexandre, qui est le directeur général de l'entreprise, et sera à l'origine d'un projet où on va être plutôt mobilisé pendant 8 mois. Lorsque Mila, la manager, vous relaie la phrase, il y a une question qui est simple mais plutôt centrale qui vient à l'esprit. Pourquoi ? C'est donc à nous maintenant qui sommes chargés de trouver la réponse en analysant les besoins des parties prenantes et des utilisateurs. Concernant la démarche, la demande telle qu'elle a été exprimée pendant le comité de direction. On dit aussi codir. Mais ça ne peut pas satisfaire entièrement parce qu'on a besoin de plus. Elle manque bien sûr de précision quant à son contexte, ses motivations, ses objectifs. Elle est aussi technocentrée, c'est-à-dire qu'elle est davantage orientée outils et supports que réellement besoin. On peut considérer cette demande comme un point de départ, mais on va démarrer un travail d'investigation pour vérifier si elle traduit un besoin qui est réel ou si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, quel est ce besoin ? Ce n'est qu'après avoir identifié les différentes parties qu'on pourra comprendre si une application mobile pourra vraiment satisfaire. On va donc commencer par sonder les parties prenantes qui semblent les plus pertinentes pour débuter cette phase de recueil des besoins. Beaucoup de projets prennent donc leur origine dans une volonté exprimée par un décideur. Et beaucoup de projets de ce fait vont échouer parce que le service ou produit conçu ne rencontre finalement aucun besoin qui est réel. L'intégralité d'un chef de projet consiste aussi à savoir sortir des demandes impérieuses et à construire une représentation objective des besoins, et cela bien avant de dessiner la solution. Si la tendance est d'orienter de plus en plus la conception vers le besoin utilisateur, les demandes orientées outils ou technologie seront encore très fréquentes. Même si vous êtes dans une relation qui est commerciale avec un client, il va falloir rapidement l'amener à sortir de cet état d'esprit. Souvent, il trouve son origine dans le souhait de surfer sur une tendance et ou d'être aligné avec la concurrence. On peut remporter le contrat en répondant bien à sa demande, mais il y a un risque d'échec qui est quand même grand. L'approche orientée besoin, c'est véritablement ce qui est le plus efficace. Donc là, on va voir le modèle d'expression des besoins avec les services projets qui sont parfois submergés par les demandes qui sont hétérogènes et qu'ils ont du mal à qualifier. Dans certaines entreprises, les demandeurs ont donc l'habitude de rédiger des expressions de besoin. C'est un document qui va cadrer l'idée et qui va pousser le demandeur à engager une réflexion orientée besoin et donc vérifier la pertinence ou le caractère prioritaire de la demande. Il est recommandé de concevoir ce document avec le demandeur lui-même afin de le guider dans son interrogation. Donc là en vidéo, vous allez voir un modèle d'expression de besoin pour un projet digital. Donc soit vous le refaites, soit vous le faites un peu à votre manière, c'est à vous de voir. Donc là, comme on peut le voir, on a le rédacteur qui est Brigitte Lafont. C'est un prénom fictif, bien sûr, j'aurais pu mettre le mien. Le destinataire, le chef de projet, copie 1, les documents de référence donc, qui sont utiles, l'historique des modifications,
On a la date. Ce qui est important également de noter, c'est page 1 sur combien, parce que comme ça, on n'égare pas des papiers importants. Ensuite, on a notre sommaire qui arrive. Important dans le sommaire, c'est de mettre ce que l'on retrouve avec le numéro des pages sur le côté. Et ensuite, on a le descriptif de ce qu'on a dans le sommaire, bien entendu, comme on peut le voir ici. Entretien avec les parties prenantes, donc on doit d'abord lister les potentiels interlocuteurs qui sont clés et qui pourront aider à comprendre les besoins et les enjeux autour de la future solution. On a des informations qu'on va collecter qui vont permettre de formuler des hypothèses qui seront complétées, validées ou bien invalidées par des utilisateurs. Donc ici, j'ai mis des prénoms. On a Alexandre qui est directeur général, Mila, directrice au projet, Lucas, chef de projet événementiel, Pauline, chargée des clientèles, Séverine, responsable digital et Lucie, responsable marketing. Bien sûr, ces personnes, si elles existent, c'est un hasard. Mais on va organiser d'abord un échange avec Alexandre qui sera à l'origine de la demande. Il est à ce titre le commanditaire, avant que son rôle ne soit confirmé officiellement à la concrétisation du projet. On va s'appuyer sur sa déclaration pendant la réunion et on va lister une série de questions et d'hypothèses qui vont orienter l'enquête. D'abord, on parle de quel salon. Ensuite, quels sont les visiteurs auxquels on veut s'adresser. Qui sont ces personnes exactement? Est-ce que ce sont des particuliers, des distributeurs, des professionnels, etc. Quels seraient les besoins qui engendreraient la création d'un nouveau service par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui? À quel moment de leur expérience apparaissent ces besoins? En préparant leur visite, pendant le salon, après, avant, etc. Qu'y a-t-il derrière la volonté de proposer une application mobile? Est-ce que c'est de s'adapter à la mobilité de la cible, d'être à la page, etc. Pourquoi souhaiterions-nous proposer un service complémentaire aux visiteurs? Quelles sont nos orientations qui sont stratégiques vis-à-vis de ce salon? Il faut connaître les enjeux stratégiques et commerciaux, ce qui est très important. Le service qu'on va proposer va répondre aux besoins des utilisateurs, mais aussi appeler de nouveaux comportements utiles pour des objectifs de l'entreprise. On a notamment ceux qui sont commerciaux. On va compléter ces interrogations par des questions qui sont orientées projet. Est-ce que ce projet est prioritaire pour la personne? Comment est-ce qu'il va s'articuler autour des autres projets en cours? A-t-il déjà des idées ou des intentions particulières quant à sa mise en œuvre? On a les délais, les budgets, les contributeurs, etc. Ces souhaits, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais ils donnent des indications qui sont importantes pour orienter la profondeur de l'implication sur le sujet. On doit discuter avec Alexandre de cette phase exploratoire et prévoir d'engager et fixer des délais pour la transmission des préconisations. On va interroger ensuite Lucas, qui est le chef de projet événementiel. Il va être celui qui organise le salon chaque année. Il a une position qui est quand même essentielle, car il est au plus près de la cible. Il a évidemment une parfaite connaissance du salon. Avec lui, on va s'intéresser d'abord au salon, c'est-à-dire sa fréquence, son organisation, la date de la prochaine édition, ses objectifs, ses publics cibles, ses indicateurs de succès, le nombre de visiteurs, etc. On va entrer un peu plus dans le vif du sujet en demandant s'il a lui-même détecté des besoins particuliers de la part des visiteurs. Et à ce stade, la discussion peut être très ouverte. On a les idées, si elles ne seront pas exploitées tout de suite, pourront alimenter des travaux plus tard. Ensuite, on a l'atelier de récolte des besoins. On a la collecte d'informations sous forme d'entretien individuel avec les parties prenantes les plus importantes et indispensables. Mais on peut également faire le choix de récolter les besoins par le biais d'ateliers qui sont dédiés. Ça va permettre de mutualiser la collecte des informations, d'enrichir la réflexion par des visions croisées.
et de solutionner directement les éventuelles contradictions. On peut challenger auprès des participants la pertinence des publics cibles qui se dessinent au terme d'entretien précédents. On va tenter d'identifier collectivement leurs principaux besoins. Et pour conclure, on va demander à chacun son avis sur ce qu'il va considérer comme ce qui est le plus important dans ce qui a été vu. Et pour faciliter la réflexion, il y a un outil qui est très utilisé et on peut utiliser de ce fait ce qui est utilisé en UX design. C'est ce qu'on appelle les personas. Cette méthode est issue de l'univers du marketing mais quand même utilisée en UX et c'est très efficace pour définir des typologies d'utilisateurs et ou clients. L'exercice va consister à les personnifier afin de faciliter la compréhension de leurs aspirations et problématiques quotidiennes. Il est recommandé de se concentrer sur maximum 3 personnages fictifs qui vont guider ensuite votre conception. Donc ici, comme on peut le voir, on a Clark Andrew. Donc c'est un personnage fictif, c'est ce qu'on appelle un persona. Donc on a son âge, son occupation, donc c'est-à-dire son métier, est-ce qu'il est en couple ou pas, où est-ce qu'il habite, ce qu'il fait, ses motivations, ses points forts, points faibles, sa bio, sa personnalité, son appétence, on va dire un peu technologique, à ce niveau-là, et les applis qu'il utilise. Mais ce qu'il y a à noter et qui est important, c'est combien d'heures il passerait sur ces applis. Et ça, c'est pas noté, c'est dommage. Parce que s'il passe 3 minutes sur une application, c'est peut-être pas très utile de le notifier. Tandis que s'il passe 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, ça devient plus utile. Donc pendant l'atelier, on peut également faire l'exercice de construire collectivement les personas. En pratique, on peut demander à chacun de placer des post-it devant les goals ou les frustrations, puis d'expliquer les choix devant le groupe. Ensuite, ce qui est important, c'est la carte de l'empathie, qui peut aider à comprendre davantage chacun des utilisateurs, les missions, les tâches, ses problèmes, ses discours, ses aspirations, etc. Il s'agit en fait d'entrer en véritable empathie avec les personas en question. Les résultats peuvent servir de matériaux pour compléter les fiches persona. Donc ici, comme on peut le voir, on a la personne avec ses objectifs. Ce qu'elle voit, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle entend également. Et de ce fait, pendant l'atelier, on peut par exemple répartir les participants en groupes. Chaque groupe se consacrera à un personnage en particulier, un représentant, et pourra ensuite restituer à l'autre groupe les réflexions de ce groupe. Si les post-it sont trop nombreux, ce qui peut arriver, on peut également voter les participants pour les 2 ou 3 éléments par les personnages les plus significatifs pour eux. Ces choix vont permettre de sélectionner les informations et ça va enrichir les fiches des personas. Concernant les observations terrain, souvent plus efficaces que des discours, ces observations réalisées sur le terrain permettent de relever beaucoup d'éléments qui sont utiles à l'investigation. Il faut savoir que la prochaine édition du Salon Choc a lieu dans 2 semaines par exemple. On va devoir trouver une solution parce que notre solution, justement, notre application est prévue pour l'année suivante. Mais on a une opportunité quand même de développer une analyse des besoins. Donc à présent, on a Pauline qui est chargée de clientèle et donc missionnée pour répondre aux différentes questions des futurs visiteurs du salon. On va donc lui proposer de venir en observation quelques heures sur son poste de travail. Et plusieurs informations vont être particulièrement intéressantes à relever. La nature des demandes, donc, qui vont provenir de différents publics, invitations, informations pratiques, etc. La récurrence des demandes, établir un classement des demandes les plus récurrentes, les canaux utilisés, téléphone, mail, courrier pour les demandes entrantes, les réponses données, leur contenu, les canaux utilisés, les éventuels supports vers lesquels sont rédigés et redirigés les visiteurs pour obtenir une réponse qui est plus complète, site web, site relais, réseaux sociaux, etc.
Les observations de terrain sont vraiment cruciales dans le cadre de projets où le destinataire sont clients internes. Exemple, on a les sites intranet, CRM. On a un rôle d'observateur qui permet d'avoir une prise de recul vraiment nécessaire pour constater et analyser les usages qui tiennent souvent de l'automatisme ou plutôt de la routine. On va détecter facilement ce qui est irritant chez un utilisateur et envisager donc des possibilités pour justement pallier ce problème. De plus, on a des collaborateurs qui sont facilement accessibles et seront la plupart du temps favorables à toute démarche qui va permettre à terme de fluidifier leur action quotidienne. L'analyse documentaire va consister d'abord à faire une recherche en interne. Tout d'abord, en trouvant des documents qui peuvent être utiles à votre identification des besoins. Les parties prenantes pourront vous orienter vers ces documents pour votre projet. Le rapport de retour d'expérience de la dernière édition du salon qui a été réalisé par Lucas. Les vidéos qui sont tournées pendant cette dernière édition. Les contenus du site, de l'événement, les études de marché à l'origine de la création du salon, les enquêtes de satisfaction, par exemple le fait de répondre aux questions qui sont ouvertes. On va également faire des recherches à l'externe, lire des articles, des sites, des posts sur les réseaux sociaux, des dossiers, les présentations qui traitent de près ou de loin au sujet et aux cibles bien sûr, des livres blancs, etc. On a des indices qui révèlent pendant cette phase d'investigation ne concernera pas directement les besoins des utilisateurs. Ils feront naître les idées, mais pour plus tard, pour la future solution et l'organisation du projet. Il faut les consigner pour ne pas trop biaiser l'exploration. On va les explorer au moment opportun, donc c'est-à-dire dans un second temps. Analyser les besoins. Le travail d'exploration des besoins est bien avancé, c'est super. On a recueilli les avis, les informations utiles des parties prenantes. On a désormais de quoi tourner exclusivement vers les utilisateurs. C'est eux qui vont confirmer ou non les hypothèses, de formuler des besoins non identifiés. On va renseigner sur les usages, habitudes, irritations, etc. Ce qui est important également dans le cas de Salon Choc, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'existant pour recueillir des données qui sont chiffrées. Lucas, qui est l'organisateur du salon depuis sa première édition, réalise chaque année des enquêtes de satisfaction et comprend des questions ouvertes et des questions fermées. On peut étudier ces dernières pour en ressortir les chiffres clés qui sont intéressantes. Par exemple, on a 57% des visiteurs qui ne sont pas satisfaits de la signalétique au sein du salon. Il faut comprendre que beaucoup de visiteurs ne parviennent pas à s'orienter quand ils parcourent les espaces du salon. Le site internet de l'événement peut également apporter beaucoup de données intéressantes si les analyses sont approfondies. Il est pour cela nécessaire de traduire les comportements en besoin. L'outil de tracking Google Analytics permet de collecter les indices qui sont pertinents. Quels sont les mots-clés donc qui sont les plus recherchés sur Google et qui mènent au site du salon? Il faut les classer selon les besoins des utilisateurs. Quels sont les taux de rebond? Alors un taux de rebond, c'est l'abandon d'une page après la consultation d'une seule page. Peut-on donner des indications sur les frustrations des utilisateurs du site, donc potentiellement des visiteurs du salon? Quelles sont les pages visitées et leurs requêtes du jour du salon? Quels sont les devices, donc appareils majoritaires utilisés pendant et après l'événement? Il faut analyser les données des utilisateurs et selon le contexte, d'autres sources d'informations quantitatives peuvent être analysées. D'autres outils analytics comme Hotjar permettent des études plus fines du comportement utilisateur. C'est particulièrement utile dans le cadre d'un projet de refonte d'un site ou pour des optimisations. On a Google Analytics qui donne aussi la possibilité d'implémenter un tracking spécifique pour observer des comportements utilisateurs précis. La plupart des outils CRM, par exemple, ont aussi leur système de tracking intégré. Les études de marché comportent souvent des indicateurs qui sont intéressants et chiffrés. Maintenant, parlons un peu des études quantitatives. Ça consiste à solliciter un nombre suffisamment important d'utilisateurs pour recueillir des données statistiques.
Ce sont des enquêtes, sondages, aux questions fermées qui viennent la plupart du temps vérifier des hypothèses. En l'occurrence, elles peuvent conforter une phase d'analyse des besoins par des statistiques. Par exemple, si on prend la question dans le cadre de la préparation de votre visite, quel appareil utilisez-vous majoritairement? On a le choix de la réponse, donc par exemple sous forme de liste déroulante, de cases à cocher, peu importe. Ordinateur personnel, ordinateur professionnel, téléphone personnel, téléphone professionnel, autre. Et dans ce cas-là, il faut préciser. Donc, concernant les études strictes, quantitatives, elles sont réalisées lorsqu'on dispose d'un panel important. Elles réduisent la durée de remplissage et simplifient le traitement des réponses grâce à l'exploitation des résultats chiffrés. La recherche d'utilisateurs la plus complète consiste à intégrer au sondage des questions plus ouvertes ou mener une étude quantitative en parallèle. Pour construire et diffuser un questionnaire en ligne, plusieurs outils en ligne existent justement. Leur prise en main est quand même généralement assez simple et on peut paramétrer plusieurs possibilités. On peut créer des questions les unes après les autres, le format de choix, QCM, case à cocher, liste roulante, grille de choix, avant de l'envoyer à un destinateur. On peut également mettre le fait que le destinateur remplisse lui-même la réponse à la question. Quels outils de création de questionnaire existent-ils? Bon, on a Google Forms, Office Forms, SurveyMonkey, etc. Mais on peut aussi interviewer des utilisateurs. Les interviews utilisateurs vont donner la possibilité de recueillir des informations directement auprès des utilisateurs. L'approche est qualitative, dans la mesure où l'on va prendre le temps de recueillir leur avis personnel. Dans une phase d'exploration, on va confronter les différentes idées, informations, intuitions à une réalité de terrain. On va réaliser une série d'entretiens auprès des visiteurs de la prochaine édition du salon. Et c'est le terrain qui est idéal en soi, car ils sont disponibles et assez impliqués. On va réaliser alors des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire orientés grâce à des thèmes choisis. Comme méthode, on a plusieurs étapes logiques qui sont à respecter pour aborder cet exercice en soi. On doit identifier la typologie des participants. Logiquement, vous vous concentrez sur vos 3 personnages. Mais si ceux-ci sont encore incertains, on peut élargir la cible. On doit définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on souhaite obtenir comme type d'information? Quelles hypothèses viendraient vérifier ou valider, voire invalider ces dernières? Créer un guide d'entretien ou un script. C'est le fil conducteur de votre entretien. Les séries de questions que vous poserez, la définition des objectifs va orienter et structurer ce guide d'entretien. On va formuler les questions. Elles seront suffisamment ouvertes et engagées pour que l'interlocuteur s'exprime naturellement et librement. Ensuite, il faut savoir qu'il est recommandé de consacrer environ une demi-heure pour chaque entretien. Cette durée laisse la possibilité d'approfondir les sujets sans mobiliser trop de temps aux personnes. Il est d'usage d'interroger 10 à 12 personnes pour obtenir des résultats quand même qui sont, on va dire, pertinents. Concernant le guide d'entretien, on a tout d'abord une introduction. C'est le premier contact à l'interviewé. On lui explique le sens de la démarche, le temps que l'échange va prendre. On prépare l'échange, on va l'informer de l'orientation de l'entretien. On va désacraliser les échanges en privilégiant une approche de discussion plutôt que d'interrogation. On va préciser qu'il est libre de développer ses idées et que vous lui poserez des questions pour entretenir les échanges. Le corps de l'entretien. On va privilégier les questions ouvertes, des plus génériques aux plus spécifiques. Encourager l'interviewé à parler de comportement, de pratique. Préférer le comment au pourquoi. Et la clôture, donc bien sûr clôturer l'entretien et de ce fait le remercier pour le temps accordé pour sa contribution. Maintenant, il faut synthétiser les travaux avec la User Journey Map. La User Journey Map, c'est une méthode de représentation d'une journée type des utilisateurs, proche d'un storyboard. Ça va synthétiser tous les éléments qu'on a collectés pendant cette période d'exploration. Persona, carte empathie, témoignages utilisateurs, statistiques et autres informations, bien sûr. Dans le cas donc de notre salon, Choc, on va lister les activités qui sont principales
de notre visiteur type et les périodes qui sont clés dans sa journée. C'est-à-dire qu'on va associer ses sentiments et les besoins qu'il ressent et on va pouvoir ajouter les outils qu'il utilise. Enfin, on va commencer à identifier les potentielles améliorations qu'on pourrait y apporter. On a un exemple de journée map, donc avec l'usage qui est présent dans cet exemple. Mais la structure est adaptable à toute typologie de clients, utilisateurs, visiteurs, etc. Ici, donc, comme on peut le voir, on a une journée type, en fait, tout simplement. Et lorsque on aborde l'étape de la conception de la solution, ce sera très utile pour permettre à la place des visiteurs d'améliorer leur expérience. Donc, ce qui est quand même, pour conclure, essentiel, c'est d'analyser les besoins. C'est une étape préalable indispensable au démarrage d'un projet. Ça oblige à sortir des intuitions, des demandes subjectives et ou impérieuses pour tenter de construire des fondations solides pour la future solution qu'on va concevoir. Si le projet se concrétise, il faut piocher régulièrement dans ces ateliers, dans la recherche documentaire et dans les entretiens utilisateurs pour rappeler le sens et l'origine de la démarche.